Cet épisode est une rediffusion. Durant le mois de juillet et août, nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir les épisodes et réflexions de nos débuts. Depuis le début de ce projet de podcast, nous avons eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec différentes personnes sur les questions de la discrimination à l'école. C'est pourquoi nous avons décidé de sélectionner quelques passages de ces discussions avec certaines et certains de nos invités. Nous avons voulu intégrer à notre épisode 4 de la toute première saison intitulée « L'école et les enjeux de la transmission linguistique aux enfants », les réflexions de Ashaizo Ambali dans l'épisode 3 de la saison 1, de Jian dans l'épisode 8 de la saison 2, de Fatima Wassak dans l'épisode 4 de la saison 2 et d'Isabelle dans l'épisode 3 de la saison 2. Et si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur lesenfantsdubruitdel'odeur@gmail.com ou sur notre compte Instagram. Et afin de soutenir notre travail, faites du bruit en partageant le podcast tout autour de vous. Laissez-nous une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Mettez vos plus beaux commentaires d'encouragement. En attendant de vous retrouver le lundi 6 septembre pour la 3e saison, nous vous souhaitons de bonnes écoutes avec nos rediffusions d'été et de belles vacances. Quand je serai grande, je serai astronaute. Salut Riche. Salut Rika. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, je vais très bien et toi? Écoute, je vais bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'école et les enjeux de la transmission linguistique chez les enfants racisés. Pourquoi certaines langues sont dévalorisées? Écoute, déjà au niveau de la transmission linguistique, moi je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai passé tout mon primaire en Côte d'Ivoire. Donc moi je fais partie de la langue des Atiés, de l'ethnie des Atiés plutôt. Et moi de mon côté, tu vois, je ne parle pas l'Atié. D'accord. C'est-à-dire que quand j'étais petite, mon père ne m'a pas appris l'Atié. Et du coup, tu parlais quelle langue avec ton père? On parlait français dans la maison. L'Atié n'était parlé que quand mon père voyait mes oncles, mes tantes, les grands-parents. Mais nous, on ne parlait pas la langue. Et du coup, je ne l'ai pas transmis à mes enfants. Alors, du coup, en fait, tu es en train de me dire que ni tes frères, ni toi, personne au sein de votre famille ne parlait la langue, alors que vous étiez en Côte d'Ivoire, c'est ça? Voilà. Ni mes frères ni moi ne parlons. Par contre, mon père, mes tantes, toute la famille parlent, mais nous, on ne l'a pas appris. Ok. Alors, moi, de mon côté, en fait, je suis née à Madagascar. J'ai toujours parlé malgache. Le français n'est pas ma langue maternelle. Justement, chez moi, tout le monde parlait malgache. Avec ma maman, je parlais malgache, mes cousins, cousines, ma grand-mère. Même à l'école, nous n'étions pas dans des écoles françaises, mais dans des écoles malgaches. Donc, du coup, tout le monde parlait malgache. Du coup, moi, c'est plutôt quand je suis arrivée en France que j'ai dû apprendre à parler français. Mais j'ai toujours parlé malgache, en fait, avec ma mère. Voilà. Vous allez entendre un court extrait de l'épisode avec Ashaizo, que nous avons rencontré à Bruxelles en février 2020, où elle vit avec son fils. Nous avons voulu faire un parallèle entre son expérience en Belgique et la nôtre en France. Vous pourrez retrouver l'intégralité de notre conversation dans l'épisode 3 de la saison 1, les questionnements d'une mère face au racisme. Et justement, en parlant de la langue, quelle langue tu parles à ton fils? Je parle français. D'accord. Et pourquoi ça? Parce que malheureusement, j'ai perdu mes langues. Donc, je suis née à Kisangani, je parlais Swahili. D'accord. Et puis, j'ai vécu un temps à Kinshasa, je parlais Lingala. Et puis, je suis arrivée en Belgique et donc, il a fallu se scolariser et donc s'adapter et très vite apprendre le français pour pouvoir communiquer avec les autres élèves, comprendre les cours aussi. Et donc, j'ai intégré parfaitement le français et j'ai totalement perdu, mais vraiment bien perdu Lingala et Swahili. Parfois, j'essaie de baragouiner un mot Mama Nangai. Mama Nangai. Tu sais, même moi, je sais le dire. Je rigole. Mais à part ça, non, mais j'essaye de... mon fils était à Koua, d'ailleurs, pour apprendre, et on a un assimile Lingala qui traîne à la maison, donc, mais ça me manque, mais oui, on parle en français. D'accord. Moi, je sais que mon père, il parle, Lingala, il ne parlait jamais Lingala Swahili à la maison. Il voulait pas qu'on parle Lingala Swahili à la maison, parce qu'il trouvait que ça faisait pas éduquer.
J'ai un petit frère qui, lui, nous avons 12 ans de différence, qui, lui, est né en France et qui, lui, par contre, ne parle pas du tout malgache. Alors, la raison pour laquelle il ne parle pas malgache, c'est que déjà, à l'école, quand ma maman a voulu le scolariser, donc en petite section de maternelle, ma mère avait l'habitude de lui parler malgache à la maison, comme elle me parlait malgache, comme on communiquait ensemble en malgache. Et à l'école, ils lui ont dit à ma mère, non mais ça va pas, non, surtout pas, il faut pas lui parler malgache parce qu'il va être perturbé, il va rien comprendre et puis il va avoir des difficultés scolaires, des retards au niveau de sa scolarité. Que ma mère tout de suite, elle a paniqué, elle s'est dit non, faut pas qu'il ait un retard au niveau scolaire, donc elle a arrêté de lui parler malgache parce que ça a été déconseillé à l'école. C'est quand même très bizarre qu'on dise aux parents de ne pas parler leur langue alors que oui. C'est très à la mode en ce moment de dire qu'il faut qu'ils apprennent l'anglais dès la petite enfance, limite si c'est pas dès le berceau, quoi, tu vois. Non, c'est pour ça, c'est tout à fait ça en fait. qui me fait un peu doucement rigoler, quoi. C'est un historique, ça aussi. Le fait de dire juste que l'anglais est une langue d'élite, est une langue où justement il faut parler, il faut être bilingue, trilingue. Si tu parles anglais, espagnol, français et allemand, alors là, t'es vu vraiment comme une tête, comme quelqu'un d'intelligent et tout ça. Par contre, si tu parles, par exemple, malgache, créole, français et lingala, là, non, en fait, non, tu parles des langues qui sont sous-évaluées, sous-cotées, des langues, comme j'ai vu dans l'article, un patois, quoi. C'est pas réellement une langue, carrément. Mais ça a une histoire, c'est ce que je te disais. Mmh. Et d'ailleurs, Françoise Vergès, lors du 17e sommet de la francophonie, en parle. Elle dit que le français est une langue de hiérarchie raciale et que l'histoire nous le prouve. On peut voir, par exemple, pendant la colonisation, dans les pays colonisés tels que l'Algérie, Madagascar ou la Côte d'Ivoire, on a commencé à emmener l'école dans ces pays-là. Quand Jules Ferry a apporté l'école dans ces pays-là, c'était vraiment dans le sens d'assimilation, mission civilisatrice, enfin, tu vois. Il y avait un espèce il fallait effacer, en fait, c'était des langues, le français était la langue civilisée, et nos langues à nous, c'était des langues de barbares, des langues de sauvages. Voilà, c'est ça, tout à fait, qu'il fallait absolument enlever et nous contraindre, en fait, à parler que le français. Mais pas un bon français non plus, tu vois, il fallait nous apprendre le strict minimum au niveau français pour qu'on ne soit pas mélangé aux élites non plus. Il fallait nous apprendre faut à parler quand même faire la français, différence, quoi. Exactement, c'est ça. Un français, on sait très bien le terme qui se disait avant, qui moi, m'horripile aujourd'hui. Mais c'était du mot pour mot, afin de devenir ensuite, de se servir de nous en tant que main-d'œuvre pour travailler dans les usines françaises. Mais il fallait pas devenir des intellectuels. L'école était là vraiment pour nous apprendre les bases du français, mais pas pour apprendre à réfléchir, à penser en français et à être en fait du même niveau qu'un français. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment comme ça, hop, ils connaissent les rudiments du français, c'est suffisant pour aller cueillir, pour aller travailler dans les champs, pour soulever des machines ou un fusil. Il n'y a pas besoin de plus. C'est que cette mission civilisatrice, fallait pas oublier la supériorité. Donc, ils n'allaient pas pour inculquer les lumières. Ah non, pas du tout. Et tu vois, ça me rappelle encore le texte en fait du livre Enseignement et éducation de Antoine Léon. Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, écrit-il, pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à notre entreprise, nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens. Et le moyen le plus sûr, c'est de prendre l'indigène dès l'enfance. Obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite. En un mot, de lui ouvrir les écoles où son esprit se forme à nos intentions. Celle-ci prend place dans une sorte de synergie à côté de l'armée et des institutions économiques et sociales. L'instituteur est censé participer efficacement au maintien de l'ordre social. Il contribue à répondre chez les enfants et indirectement chez les familles les notions utiles que l'administration veut inculquer aux indigènes. C'est ce qu'écrit Georges Hardy, nommé 1920 directeur de l'enseignement du protectorat marocain. Il y a vraiment cette volonté de prendre l'enfant dès la toute petite enfance, afin justement de lui ouvrir les écoles et formater son esprit. Enfin, je trouve ça super fort. Comme ça texte. Ressemble à l'autre rapport de... Ouais, c'est fort, c'est intrusif. Comme tu le dis, la langue était un moyen de domination.
Mais après, c'était aussi une espèce de propagande pour le peuple français qui se trouvait sur le territoire, enfin sur l'Hexagone. Oui. C'était pour leur dire, regardez, on va civiliser les bons sauvages qui sont de l'autre côté. Entre ce qu'ils disaient sur le territoire français, sur les terres françaises et ce qui se passait dans les colonies, il y avait quand même une sacrée différence, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est resté dans l'imaginaire collectif que nos langues n'ont pas de valeur, que les langues des parents racisés n'ont pas de valeur. C'est que et qui voient encore le fait qu'on veuille parler à nos enfants. Tu vois, moi, je pourrais pas le faire parce que je la parle pas. Mais bon, je me renseigne pour l'apprendre. J'essaie de trouver des tutos sur YouTube et tout pour essayer de l'apprendre. Oui. Mais c'est une manière encore d'asservissement, parce que on est d'accord que tout ce côté ne parlez pas vos langues, elle a un fondement qui est purement idéologique et raciste, quand tu regardes bien. Parce que si c'était vraiment un souci de ne pas parler d'autres langues pour maîtriser le français, dans ce cas, on dirait pas aux parents de parler anglais, de parler espagnol, ou quand tu as un parent qui est suédois, dire « Oh, c'est tellement bien, il parle suédois ». On dirait « Non, vous lui parlez que français ». Mais quand tu as une maman comme toi, on te dit à ta mère de ne pas parler le malgache à son fils, ou comme on peut dire aux mamans maghrébines de ne pas parler de l'arabe ou le kabyle ou le berbère à leurs enfants. Dans cet extrait avec Jian, lors de l'épisode 8 de la saison 2, la politique éducative, essentialisation et assignation des élèves racisés, que vous pourrez écouter dans son intégralité. Jian remet en cause la stigmatisation de certains enseignants envers les langues maternelles autres que le français. C'est pourquoi elle encourage les parents à transmettre leur langue sans complexe ni culpabilisation. Je n'en peux plus d'entendre et de voir la stigmatisation autour de la langue maternelle. Oui. Parlez votre langue maternelle à la maison. Parlez, l'enfant n'aura pas plus de difficultés. Au contraire, il développera des compétences linguistiques qui sont extrêmement recherchées plus tard et essentielles pour l'identité de l'enfant. Parlez votre langue maternelle à la maison. D'ailleurs, c'est une association du Lala que j'apprécie je connais beaucoup aussi. Et qui dit il vaut mieux la langue maternelle qu'un français cassé finalement. Et la langue maternelle, enfin, je veux dire, elle a du sens, ça enracine l'enfant et ça lui permet vraiment de développer des compétences. N'ayez pas peur de ne pas parler français à la maison. J'ai entendu des enseignants dire oui, alors tel enfant ne parle pas français à la maison, il va falloir avoir une vigilance, ou on va le mettre dans tel dispositif parce qu'à la maison il ne parle pas français. Ne vous obligez pas, à parler français. Par contre, juste quelque chose, moi j'ai rarement, jusqu'à présent je me trompe peut-être, mais j'ai pas vu un seul enfant dont les parents ne parlaient même pas français, par exemple, ici en France, en ayant grandi ici en France, qui ne parlent pas français. Ça veut dire que là, j'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui des gens de ma génération ou autres et même des personnes qui sont arrivées plus tard en France, ayant été scolarisées en France, avec des parents qui parlaient une autre langue que le français, ne sachant pas parler français ou ayant des difficultés en français. Complètement. Je ne vois pas, je ne rencontre pas. Voilà, mais complètement. Au contraire, alors les enfants ont cette capacité à s'adapter. Si vous êtes là depuis pas très longtemps ou si vous avez du mal avec la langue française, parce qu'on peut avoir du mal avec cette langue, ou si vous tenez à votre langue maternelle, à nos langues maternelles. Exactement. Parce que la transmission, elle est aussi essentielle de transmettre sa langue d'origine à l'enfant. Ne culpabilisez pas et toutes les études cognitives et toutes les études linguistiques le montrent. La langue maternelle parlée à la maison permet vraiment à l'enfant de développer plein de compétences. Psychologique même, voilà. Exactement. Donc ça c'est important. Pour l'arabe, il y a aussi autre chose derrière. Oui, parce que l'arabe, en fait, à l'époque de l'Algérie, il disait qu'il fallait éradiquer l'arabe, il fallait carrément l'éradiquer, car vu comme l'outil d'un pan-islamisme, tu vois.
Donc derrière ça, il y a vraiment, à travers les langues, il y a une guerre psychologique. Le mot est peut-être fort quand je dis mot guerre, mais il y a réellement un combat de civilisation. Oui, un statut de supériorité et de dominant. Et de soumission, et aussi une volonté quand même d'effacer la culture de l'autre, parce que la langue, elle se transmet quand même à travers la culture. Quand tu entends en Algérie qu'il faut éradiquer l'arabe, je trouve que le mot est fort. C'est pas du genre, non, déconseillons l'arabe, c'est éradiquer l'arabe. Et d'ailleurs, tu vois que William Merleau-Ponty, pardon, j'ai rajouté un 2, qui était un administrateur colonial français, qui était gouverneur général de l'Afrique occidentale française aussi. La langue française était utilisée au sein des colonies comme une arme de conquête morale des peuples dits indigènes. Tu vois, pour eux, c'était vraiment quand ils sont arrivés avec l'école en se disant qu'il fallait instruire ses enfants, enfin leur apprendre le français. C'était pas du genre ouais, je t'apprends le français. C'était vraiment une langue pour une conquête morale, quoi. Ils estimaient que la langue était un moyen qui était beaucoup moins coûteux que de faire la guerre. Non, mais donc c'est que quelque part il y a vraiment un asservissement par la langue qui s'est traduit encore aujourd'hui, parce que quand tu vois qu'on dit aux parents racisés de ne pas parler plusieurs langues à leurs enfants, et que dans les classes favorisées, regarde bien dans les classes favorisées, il y a combien de gamines qui te disent alors moi je parle anglais, je parle espagnol, je parle italien. Et puis en ce moment, comme c'est la grande tendance à l'ouverture aux autres pays, voilà, maintenant ils apprennent l'arabe, ils se sont mis au mandarin. Donc tu vois, toutes ces écoles-là où les enfants apprennent plein de langues, ce sont des écoles d'élite. T'as des parents qui tueraient pour que leurs enfants aillent là-bas. Ils font c'est sur dossier. Des dérogations. Et puis ça vaut une fortune. Ce sont des écoles privées dites internationales. Oui, c'est ça. Dans mon école privée en Normandie, dès la 6e, il y avait une filière européenne. C'est-à-dire que de la 6e, en plus de parler l'anglais, tu apprenais l'allemand, c'était obligatoire, et tu pouvais rajouter l'italien ou l'espagnol. Donc déjà, tu devais apprendre et l'anglais et l'allemand, et tu avais droit de rajouter espagnol ou italien. Et le latin et le grec, c'était obligatoire. Donc je te raconte pas. Bon, moi, j'ai pas tout fait pour y aller. Moi, j'étais déjà révolutionnaire dans l'âme, toi. Donc du coup, moi, j'ai tout fait pour pas y aller, à la grande déception de mes parents. Donc tu vois déjà la pression qu'on te met derrière. Donc tu as tous ces gamins-là qui, dès la 6e, ont des agendas de ministres, comme je dis. Faut former l'élite. Et à côté de ça, les parents racisés, par contre, on leur fait comprendre que c'est plus un handicap. Tu vois, c'est même pas un avantage, c'est un handicap. Non, mais c'est sûr. Bah oui, parce que c'est considéré comme des langues, c'est une sous-culture, une sous-langue, c'est dévalorisé. Et puis, le fait aussi, t'as aussi le côté immigré derrière, tu vois, quand dans les écoles internationales, ce sont des enfants de diplomates aussi, parfois, ce sont des expatriés européens, ou voilà. Toi, quand tu viens avec ta langue, t'es forcément vu comme un immigré. Même si t'es né en France. Donc, il y a la dévalorisation du statut. Voilà, c'est ça. Et il y a la dévalorisation du statut, la dévalorisation de la langue, la dévalorisation. Et puis nous-mêmes, on a intégré ça parce que, en plus du fait qu'en fait, à l'extérieur, à l'école, on nous l'enseigne, on l'a intégré parce qu'il y a plein de parents, par exemple, qui aujourd'hui, qui ne parlent pas la langue sans aucune interdiction, en fait, sans qu'on leur ait interdit quoi que ce soit. Et combien d'enfants ont eu honte aussi d'entendre leurs parents parler l'arabe, le malgache ou lingala. Il y a eu combien d'enfants parce que, justement, ça faisait pas partie des langues de l'élite. Ça faisait du genre, tes parents sont étrangers, ils ne maîtrisent pas cette langue française qui est dite, en fait, la langue de la connaissance, de la civilisation. Et toutes nos langues étaient vues et intégrées par nous-mêmes comme des sous-langues, quoi. Regarde Jane Birkin, quand elle parle anglais, quand elle a son accent, après 50 ans de vie en France, tout le monde trouve ça tellement bien, tellement chou, tellement, tu vois. Quand nos parents, malgré qu'ils soient polyglottes, qu'ils parlent je ne sais combien de langues, en fait, ils sont tout de suite vus comme des imbéciles, en fait, comme des idiots, comme des gens qui n'ont pas de culture, pas de connaissances, avec leur langue, tu vois, avec leur accent. Alors qu'ils parlent plus de langues que beaucoup de Français blancs. Je pense qu'il y a des parents qui font le choix de ne pas apprendre la langue à leurs enfants pour ne pas que leurs enfants se fassent discriminer. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue derrière. Où ils se disent, on va lui donner toutes les chances. Et puis parce qu'on leur fait croire aussi que le fait qu'ils parlent à leurs enfants dans une autre langue que le français, c'est un handicap. Ils se disent, on va plus le faire. Et du coup, ça devient quelque chose de
De purement, je n'ai même pas envie de dire d'intégration, parce que pour moi, des enfants qui sont nés en France, ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Mais tu as derrière ça encore... En même temps, tu dis, ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Toi et moi, on est d'accord en se disant qu'ils n'ont pas besoin de s'intégrer, mais en réalité, on leur demande toujours de s'intégrer. Oui, mais c'est pour ça, en fait. C'est que c'est derrière cette question de tu ne peux pas parler la langue à ton enfance, il y a toujours encore cette question d'intégration. Et puis, je pense que même les enfants, ils se rendent bien compte que parler leur langue en dehors de l'école va être mal vu, je le pense. Parce que déjà, tout petit, on sent déjà... Voilà. Donc ça joue énormément. Donc déjà, quand tu as tout ça de stéréotypes sur toi, tu n'as pas le même état d'esprit que dans un environnement où on te félicite sur le fait que tu saches parler plusieurs langues. Oui, et puis tu intègres aussi la dévalorisation de ta culture. Parce qu'en dévalorisant ta langue, tu dévalorises ta culture. Et puis, c'est surtout qu'à travers les langues, parce que j'ai lu un rapport qui est sorti en 2005, mais je ne m'attendais pas à trouver ça dedans, le rapport de force entre les langues et la France. Non, mais c'est carrément un truc militaire, ton truc, là. Ah non, mais moi, je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompée, je vais le relire. C'était le texte de 1850. Non, c'était 2005. Dit, non, ça doit être un texte qui date de l'AOF de 1885. Il y a un truc que j'ai raté. Je vais revérifier mes sources parce que c'est pas possible que ce soit un truc qui date de 2005. Et bah si. C'était le rapport préliminaire. Donc, c'est pas celui qui a été voté, mais c'est ce qui a été présenté en premier lieu. Donc, c'est le rapport Benisti. Et puis, ça commence très tôt, parce que tu vois, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, il te laisse aucune chance. C'est juste un truc de dingue. Dans ce rapport, écoute, l'amalgame, enfin, la corrélation plutôt, c'est même pas un amalgame, c'est la corrélation. Donc, le rapport s'appelle Rapport préliminaire de la Commission prévention du groupe d'études parlementaires sur la sécurité intérieure. Sécurité intérieure, tu te dis, on va parler de quelque chose de costaud. C'est du gros, là, c'est lourd. C'est du lourd. C'est le FBI. Et non. FBI français. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu apprends? Entre 1 et 3 ans, les enfants sont en contact avec leurs parents, en particulier les mères. Donc, je vais vous lire mot pour mot. Si ces derniers sont d'origine étrangère, elles devront s'obliger à parler le français dans leur foyer pour habituer les enfants à n'avoir que cette langue pour s'exprimer. Mais si elles sentent, dans certains cas, des réticences de la part des pères, qui exigent souvent de parler patois du pays à la maison, elles seront dissuadées de le faire. Il faut alors engager des actions en direction du père pour l'inciter dans cette direction. Et donc ça, c'est dans un rapport qui parle de la sécurité intérieure. Ensuite, entre 4 et 6 ans, ces années se passent traditionnellement à la maternelle et c'est là que les premières difficultés peuvent apparaître. Difficultés dues à la langue, si la mère de famille n'a pas suivi les recommandations de la phase 1. Donc, l'enfant va alors, au fur et à mesure des mois, s'isoler dans sa classe et de moins en moins communiquer avec les autres. Donc, pour eux, c'est un obstacle de communication qui va s'accentuer et marginaliser l'enfant, non seulement au sein de la collectivité, mais à l'égard de ses camarades. Donc, en gros, là, ce rapport qui parle de délinquance, en gros, c'est ça, il considère que les parents racisés, en continuant à parler leur langue à leurs enfants, créent des délinquants. Donc, en gros, chers parents racisés, vous êtes en train de créer des futurs délinquants. C'est de votre faute. Non, mais tu vois, regarde Ulrich, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te parlais en fait de l'historique de l'école, on est encore là, à part ce texte, pour moi, on fait carrément le lien entre ce qui a été écrit en 1875 et ce qui a été écrit, en fait, là. Parce qu'ils font exactement les mêmes liens. Ils disent qu'en fait, les parents ne doivent pas apprendre leur langue à leurs enfants et que les enfants doivent intégrer la langue française. Les textes n'ont pas changé, en fait. Les textes n'ont absolument pas changé. On est encore dans ce même discours. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai relu, relu, revérifié. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas dater de 2005. C'est ça, c'est que tu dis qu'une simple transmission de langue se transforme en sûreté de l'État et en politique intérieure. Mais parce que la transmission de langue n'est pas juste une simple transmission de langue. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça derrière tout ça. C'est nous, en fait, qui voulons l'intégrer comme ça.
Nos langues sont des vecteurs de notre culture, de notre histoire, de nos racines. Et nous, en abandonnant nos langues et en les transmettant pas à nos enfants, on accepte de taire une partie de nous, de faire le deuil d'une partie de nous, de notre histoire, de notre culture, des transmissions. Et je pense que par la langue, il y a beaucoup plus que ça qui se joue. Et c'est pas pour rien que justement, c'est une question de sûreté d'État. C'est une question de transmission des valeurs, des savoirs, de la culture et de l'histoire. Oui. Jamais tu te dirais ça d'un Anglais quand il vit en France. Non. Jamais tu vas te dire, ah bah tiens, on va vous enlever, vous avez interdiction de parler anglais, maintenant vous habitez en France et vous devez parler français parce que sinon votre enfant sera en échec. Sinon votre enfant, il deviendra délinquant. Enfin, jamais on écrira des textes comme ça. Dans cet extrait de l'épisode 4 de la saison 2, La puissance des mères avec Fatima Wassak, que nous avons rencontrée en septembre 2020 pour la sortie de son ouvrage, elle aborde quelques notions qu'elle a pu développer dans son livre, dont la transmission linguistique. Elle y appelle d'ailleurs les parents à s'organiser politiquement. Si vous souhaitez vous procurer son essai, vous pouvez le commander au sein de notre librairie en ligne, lesenfantsdubruitetdel'odeur.com. Parce que souvent aussi dans le système scolaire, on a dit aux parents, ne parlez pas votre langue parce que ça risque de poser problème à l'enfant au niveau de la connaissance, au niveau de l'intégration des langues aussi. Oui, d'ailleurs, c'est une des raisons principales en réalité de la création du collectif de mères de Bagnolet. Et dans les années 2000, en fait, j'ai eu à organiser un temps sur les langues. Alors c'était un temps qui s'appelait l'écho des langues et c'était un truc national porté par les institutions. Et à cette occasion, on avait fait venir des spécialistes. Alors oui, il y avait un contexte, c'était le rapport Benisti qui venait de sortir. Et alors je crois que c'était 2004-2005, c'était voilà, ça accompagnait toute cette période Sarkozy, en fait très dure de Sarkozy. Et en fait dans ce rapport, donc c'était un député, donc Benisti, qui affirmait que le bilinguisme et le multilinguisme pouvaient être facteurs d'handicap et de retard scolaire. Voilà. On en avait parlé dans un des épisodes justement de ce rapport, et un rapport quand même qui est assez impressionnant. Ouais. Parce que c'est limite des termes de guerre en fait. Oui, absolument. C'est pour ça que je dis il y a un contexte en fait à l'époque, c'est un contexte très dur où en février 2005 il y avait une proposition de loi qui était discutée à l'Assemblée nationale sur l'aspect positif de la colonisation, par exemple. Oui. Enfin, pour donner un petit peu des éléments de bon, depuis ça s'est pas complètement arrangé le contexte français. Hein. Mais je veux dire, il y avait ce contexte-là à l'époque. Très très stigmatisant pour les parents issus d'immigration postcoloniale et leurs enfants. C'est à l'époque, bon, c'est la révolte populaire après la mort de Ziad et Bouna. C'est l'époque où on mobilise beaucoup cette expression parents démissionnaires. Donc voilà, c'est tout un délire quoi à l'époque, voilà, où donc encore une fois de fortes stigmatisations. Et donc moi à cette occasion-là, donc j'avais pas d'enfant. Mais là, j'ai eu contact avec les problématiques autour du bilinguisme et du multilinguisme. Bon, déjà, dire effectivement que le propos de Benisti s'adresse pas aux personnes d'origine finlandaise ou aux enfants, voilà, ou même aux enfants qu'on voit. Moi, par exemple, j'habite à Bagnolet. Bon, il y a un parc commun à Bagnolet à Montreuil, le parc de Lannou, où en fait on voit des parents qui n'ont pas forcément d'origine anglaise ou espagnole ou italienne parler le dimanche anglais et exclusivement anglais à leurs enfants pour leur permettre voilà d'avoir plus de chances de réussir à l'école, etc. plus tard. Et ça ne pose évidemment pas de problème à Benisti ni à personne. Donc là, il s'agissait bien de viser exclusivement les langues de l'immigration en réalité. Et en réalité, c'était pas tant les langues qui étaient visées. C'était les populations, c'est les locuteurs et les locutrices. C'est-à-dire que évidemment que si toi et moi parlions finlandais, encore une fois, anglais ou allemand à nos enfants, en réalité, et si c'était notre langue maternelle, l'anglais, l'allemand, bon, je suis sur un truc surréaliste, hein, mais l'anglais et l'allemand et le finlandais, c'est stigmatisé. En fait, c'est pas le Wolof, le Bambara, le tamazight en soi en fait qui est problématique. Si ces langues-là sont qualifiées de dialectes ou c'est pas vraiment des langues, c'est bien en lien avec les locuteurs et les locutrices qui sont stigmatisés et donc voilà, c'est renvoyé sur leur langue quoi. Moi je me disais du coup
Ah, mais quand j'aurai des enfants, ça va pas se passer comme ça. Là, je viens de voir que justement, ce qu'ont fait mes parents, c'était super en fait. Et c'est vraiment à l'âge adulte que tu t'es rendu compte de tout de ce que m'ont permis mes parents, sans forcément, encore une fois, l'avoir théorisé et tout. Moi, mes parents, ils n'ont pas été à l'école et tout, mais en tout cas, c'était très clair dans leur tête, quoi. C'est très précis et ils avaient un plan, quoi. Et moi, je voulais avoir à peu près le même plan. C'est-à-dire, voilà, moi, quand j'aurai des enfants, je veux ne pas avoir honte de ce que je suis. Alors, que je leur transmette ou pas, d'ailleurs. Moi, je suis pas du tout sur des injonctions presque inverses, en fait, vis-à-vis des populations qui viennent notamment d'Afrique, en tout cas des pays anciennement colonisés. Moi, je suis pas du tout sur des injonctions de il faut parler sa langue maternelle à son enfant, parce que je sais aussi les dégâts psychiques que ça peut causer de dire à des personnes qui ne parlent pas forcément leur langue maternelle, parce que leurs parents ne leur ont pas transmis, aussi parce qu'il peut y avoir aussi des complexes qui ont été développés, etc. Moi, je sais ce que c'est cette injonction de dire, mais t'as pas honte, oui, que l'on parle notre langue ou pas. À partir du moment où on veut transmettre ça à son enfant, il faut pouvoir créer les conditions pour que la transmission se fasse sans trembler. Enfin, il y a des expressions comme ça que j'utilise dans le livre. Voilà, c'est sans trembler, sans complexe d'infériorité, pour que l'enfant ne sente pas l'hésitation, en fait. Parce qu'il y a des parents qui parlent, ce que je disais tout à l'heure, il y a des parents qui parlent leur langue à leur enfant, mais par exemple, le fait de passer à l'extérieur de la maison, de l'appartement, le ton de voix baisse. Non, mais c'est ça. Voilà, on fait attention, il faut pas que les voisins entendent, etc. Et ça, en fait, en réalité, c'est ça qui est stigmatisant pour l'enfant. Parce que tu sais quand même ce que disait Benisti à l'époque, parce qu'il s'appuyait sur des pseudo-travaux scientifiques. Oui. En réalité, les travaux scientifiques en tant que tels n'étaient pas si pseudo que ça. C'est l'analyse que lui faisait, voilà, et les enseignements qu'il en tirait. Mais sur l'idée, par exemple, que nos enfants, les enfants de classe populaire et descendants d'immigration postcoloniale, aient plus de difficultés dans la langue, en termes d'agilité, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça, je veux dire, voilà, il faut voir aussi les travaux scientifiques là-dessus. Il y a quelque chose, oui, c'est vrai, nos enfants, alors parce qu'ils sont de classe populaire et parce qu'ils sont descendants de l'immigration postcoloniale, ont plus de difficultés dans l'apprentissage de la langue. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont bilingues, ce n'est pas parce qu'ils parlent plusieurs langues et qu'ils parlent la langue maternelle à la maison. C'est parce que leur langue maternelle a été stigmatisé. C'est ça qui crée le retard, puisqu'il faut parler de retard scolaire. C'est ça qui crée la difficulté, en fait, chez l'enfant. L'enfant, même très petit, ça a été prouvé. Même bébé, il ressent la honte, en fait, dans la voix, dans le tressaillement, etc. Par la connaissance du stéréotype aussi, on en parlait avec une invitée la dernière fois qui est psychologue et qui expliquait comment, en fait, on intègre ces stéréotypes, enfin, les préjugés que les autres ont de nous, et comment on arrive aussi, nous, à se restreindre et à pas pouvoir apprendre correctement. Absolument, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un effet, effectivement, de mésestime de soi, de honte de soi, effectivement. Alors, voilà, ça c'était avant d'avoir mes enfants. Donc voilà, j'ai été amenée à réfléchir à ces questions de langue, on va dire, en tant que professionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé, pour la petite anecdote, mais que je raconte dans le livre, c'est que moi, je parle tamazir, arabe à ma fille, donc qui vient de naître à l'époque. C'était en 2012-2013. Et en fait, il y a eu une réunion au sein de la crèche. Ouais. Bon, déjà, il y avait une culpabilité par rapport à... en tout cas, que cherche à entretenir, non? Ouais, la crèche sur les femmes et toutes les femmes, franchement, qui travaillent et qui laissent leur bébé à la crèche. Il y a un truc autour de si t'es pas contente, te plains pas, parce que si t'es pas contente, tu gardes ton enfant, en fait. Donc déjà, tu laisses ton enfant, tu l'abandonnes alors qu'il est bébé, et donc ne viens pas en plus nous casser la tête, nous qui nous occupons de ton enfant. Donc il y avait déjà ce petit contexte-là, et c'est vrai qu'il y a eu une réunion qui s'est organisée. On m'en a fait part, et donc il y a une puéricultrice qui vient me voir un peu gênée et qui me parle donc de la nécessité d'harmoniser l'environnement de ma fille. Alors pourquoi, c'est quoi harmoniser l'environnement de ta fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup j'essaie de comprendre, et là bon, elle est venue chez toi avant pour voir comment ça se passait? Non, alors elle m'a dit un peu gênée quand même, mais elle a quand même osé me dire que, en fait, elle avait remarqué, l'équipe avait remarqué, donc elle m'a parlé du coup de cette réunion, que l'équipe avait remarqué que ma fille était agitée, ça se voyait qu'elle était mal, et que
après cette réunion, donc grâce aux échanges entre professionnels lors de cette réunion, elles en ont conclu que c'est parce qu'elle n'évoluait pas dans un environnement harmonieux et notamment du fait que je parlais arabe, alors que voilà, au sein de la crèche, on parlait français. Et donc, voilà, et alors ce que je lui avais répondu... alors moi, quand j'ai retranscrit, les gens qui ont lu le livre me disent « Ah, c'est bien, tu l'as fait passer avec humour. Non, moi, quand je lui ai répondu, c'était pas du tout sur le ton de l'humour. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour harmoniser ? Est-ce que vous comptez apprendre l'arabe ?» Et là, franchement, je l'ai stoppé dans son élan. Elle a arrêté de me casser la tête avec cette histoire de... Voilà, parce que je pense que je l'ai renvoyée quand même à quelque chose qui était très, très problématique. Mais voilà, il y avait quand même ce truc-là de te mettre la pression, en fait, pour que tu ne parles pas ta langue maternelle à ton enfant. Bon, moi, il se trouve que j'étais déjà conscientisée sur ces questions-là. C'est pour ça que je te racontais, en fait, toute cette période, une dizaine d'années plus tôt, où j'avais, en fait... bosser en fait sur ces questions. Donc je savais moi l'imposture en fait autour du fait de non mais ne parlez pas votre langue maternelle, ça va causer de la désharmonie, en tout cas du retard, etc. Donc quand elle m'a voilà, donc quand cette puéricultrice m'a parlé, moi j'avais ça en tête. Donc j'avais des ressources en fait pour lui répondre qu'est-ce que tu comptes faire, est-ce que tu comptes aller apprendre l'arabe quoi. Mais je sais que beaucoup de parents malheureusement n'ont pas ces ressources là et du coup qui peuvent se dire pour protéger leur enfant en fait. Pas forcément parce que c'est pas forcément des personnes, je parle des mères en particulier, qui vont avoir honte de ce qu'elles sont ou de leur langue, etc. Non. Mais simplement, elles vont effectivement penser au bien-être de l'enfant voilà, avant tout. Et se dire en fait oui effectivement ça va stigmatiser l'enfant et puis qu'est-ce qu'il va faire de l'arabe, qu'est-ce qu'il va faire du wolof, etc. dans sa scolarité. Ce qui compte c'est le français et l'anglais, etc. T'as autre chose aussi derrière ce côté qu'il faut pas parler la langue à son enfant. Nous encore on maîtrise le français, mais on est d'accord que émotionnellement parlant, il y a certains mots que tu peux pas transmettre. Quand tu as appris à réfléchir dans une autre langue, tu peux pas transmettre en français. Donc pour les parents qui ne maîtrisent pas bien le français, je trouve que ça casse le lien. Et je trouve aussi que ça peut leur ôter leur rôle de parents dans l'éducation de leurs enfants parce que, en gros, ils ont cette injonction-là de ne pas parler à leurs enfants dans la langue. Ils maîtrisent pas bien forcément l'autre langue. Donc, du coup, quand tu as des devoirs à faire, je dis ça parce que j'ai croisé une maman de confinement, là, et tu sais, en ce moment, on fait les devoirs à la maison. Et cette maman qui vient de Gambie, elle parle très bien l'anglais, elle parle très bien le wolof, mais elle maîtrise pas bien le français. Et elle me disait que pour les devoirs, c'était une galère. Parce que sa fille était en demande de certaines choses, mais elle m'a dit, je suis incapable de comprendre. Donc, elle est obligée d'aller sur Internet pour traduire du français, pour faire en anglais, pour pouvoir comprendre et essayer d'expliquer à sa fille. Mais comme elle n'a pas appris à sa fille à parler sa langue, elle me dit, je ne sais plus comment faire. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la transmission. Il y a plus une possibilité de communiquer avec la culture d'origine, la culture de base, puisque tu ne comprends pas les gens qui te ressemblent, les gens qui ont la même culture que toi. Tu ne peux pas transmettre cette culture et tu peux pas transmettre l'information. Et en plus de ça, tu ne peux pas structurer ta pensée, parce que on voit bien aujourd'hui, quand on voit les études sur la formation de la pensée et du langage, on voit bien que tout ça est lié et que on peut structurer sa pensée par la possibilité d'avoir accès à un langage aussi. Donc, si tu n'as plus accès ni au langage, ni aux mots, ni à l'histoire, ni à ta pensée, tu deviens en fait un récipient que tu peux après remplir à volonté de tout et de n'importe quoi. C'est pour ça que je disais, il y a quand même une stratégie de vouloir couper la culture, couper les langues, et ça coupe aussi la parentalité derrière tout ça. Oui, en fait, ils n'ont plus de rôle dans l'éducation de leurs enfants. Parce que quand tu maîtrises mal le français, c'est-à-dire que tu peux pas t'investir rien que dans les devoirs. Moi, cette maman, elle me dit, moi, j'y arrive plus. Elle dit, j'y arrive plus. Elle dit, j'essaie de lui expliquer, mais elle comprend pas. Elle dit, quand j'arrive à comprendre, c'est dur pour moi de lui faire comprendre ce que j'ai compris. Donc, elle se retrouve dans une situation où elle arrive même plus à aider sa fille. Ça, ce sont des facteurs supplémentaires d'échec scolaire, hein. Dans l'éducation de leurs enfants, c'est un des principes même en tant que parents. On est tous investis dans l'éducation de notre enfant. Comme je dis, ça doit limiter les échanges aussi. Les émotions sont pas traduites de la même manière. Quand tu as intégré le français des petits, il y a certaines émotions que tu peux dire. Mais moi, je vois mon père quand parfois il parlait à Thiers.
il y a certains mots, je voyais qu'il galérait à trouver en atier, il finissait par le balancer en français, parce que lui, il avait eu, pareil, l'éducation d'abord en français avant avoir en atier, parce que lui, il a appris l'atier après en deuxième. Et du coup, je voyais qu'à un moment, il y a des mots où il avait envie de le dire en atier, mais il n'arrivait pas à y balancer en français. Et que mes oncles et mes tantes, ils avaient des choses qu'ils avaient envie de dire en atier, qu'ils arrivaient à exprimer, mais que quand je leur demandais parfois de me le dire en français, ils me disaient, mais je peux pas te traduire, c'est pas possible, tu vois? Donc, il y a des émotions, il y a des rapports de fusion avec les enfants qui, je pense, parfois sont ratés parce que, tu peux pas t'exprimer de la même manière émotionnellement parlant, je pense. Ça joue aussi. Dans ce rapport de filiation qui peut être coupé des petits. Quand tu vois dans l'autre rapport qui dit de 1 an à 3 ans, tu dis en fait, faut prendre le mal par le mal dès l'enfance. Dès la petite enfance. Hein. Du coup, tu te demandes, l'école alors, ils veulent faire quoi des enfants racisés? Quel type de citoyens, en fait, ils veulent que les enfants soient à la sortie de l'école, des universités, tout ça, tu vois? Vous allez écouter un court extrait du témoignage d'Isabelle où elle aborde ses difficultés à communiquer avec sa mère et les raisons de son départ en Chine pour y apprendre le mandarin. Vous pourrez retrouver l'intégralité de notre conversation dans l'épisode 3, le racisme anti-asiatique, une réalité, pas un mythe. Ma mère, en fait, et mon père ne viennent pas de la même région de Chine. Donc, c'est de deux communautés. Dans Paris, il y a ces deux communautés. T'as les Teochew et les Wen. Mais ils parlaient ensemble en mandarin à la maison. Donc, nous, on comprend le mandarin. Mais ils voulaient pas nous parler. Donc, moi, mon père, il parlait bien français. Oui. Mais, donc, il nous parlait en français. Et ma mère, en gros, elle parle en un nom de moitié français, moitié chinois. Elle nous parle à nous comme ça. Et en fait, avant, mon père, il faisait le traducteur, en fait, pour les choses un peu plus compliquées. Et c'était surtout lui qui s'était occupé de nous, donc quand on était très jeunes. Donc, je pense que, du coup, à la fin, moi, je me souviens de fois où, par exemple, ma mère, elle disait des trucs très compliqués en chinois et que je comprenais pas forcément. Et du coup, automatiquement, je tourne la tête. Ouais, c'est vers mon père. Genre, qu'est-ce qu'elle a dit, tu vois? Alors que c'est ma mère, hein. Ouais. Et en gros, le truc, c'est que plus tard, quand j'étais ado, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi? C'est quand j'ai eu un peu une remontée de mon sentiment. Tu sais, genre, j'étais en mode, ah oui, je suis chinoise, donc il faut que je me reconnecte à mes racines chinoises. Et là, j'ai commencé à me dire, mais comment ça se fait qu'on n'a pas appris le chinois? Et j'ai demandé à mon père. Et mon père a dit que quand moi je suis née, donc je suis l'aînée, il y a les autorités, ou je sais pas qui, à l'hôpital, qui ont dit à mes parents de pas parler en chinois à la maison avec nous. Oui. De parler en français, quoi. Et je me rappelle aussi que pour ma mère, c'était une grosse fierté. Que tu parles français? Ouais. Mais maintenant, le problème, c'est que mon père, maintenant, est décédé. On a des problèmes de communication. Parce que, on maîtrise pas de chinois comme... si, on peut avoir des discussions au jour le jour, mais... Mais oui, c'est pas aussi fin, limité. C'est pas... Voilà, c'est ça. Tu peux pas aller en profondeur dans les discussions que tu veux que tu veux avoir avec ta maman. Ouais, et du coup, même si, après, plus tard, en tant qu'adolescente, j'ai essayé de reprendre le chinois. Justement, après le lycée, moi, je suis partie pendant 1 an en Chine pour apprendre le chinois, en fait. D'accord. Donc, t'avais vraiment une réelle motivation pour renouer avec la langue, quoi. Ouais, j'étais très motivée et tout, et je m'en souviens même que dans cette classe, donc j'étais à l'université de langue, et dans la classe, il y avait plein d'étudiants de plusieurs pays, et moi j'étais j'étais peut-être pas la seule vous étiez pas nombreuses. Je veux dire une personne asiatique qui est née dans un pays occidental. La plupart c'était des asiatiques, des coréens, des japonais, etc. Et après des pays occidentaux c'était des blancs. Et moi j'étais la seule asiatique, mais de pays occidental. Et en fait il y a mon prof qui m'a demandé devant toute la classe pourquoi je veux apprendre le chinois. Et
tous les autres gens, c'était en mode oui, je vais apprendre le chinois parce que... Pour le travail. Ouais, voilà, des choses comme ça. Et moi, j'étais la seule, j'ai fait ouais, je veux apprendre le chinois pour renouer avec mes racines, quoi. Et je m'en souviens quand j'avais dit ça, je suis ouais, c'est peut-être un peu bizarre comme réponse, parce que c'était pas comme les autres. En fait, j'avais pas les mêmes motivations que les autres. Mais en même temps, c'était pour ça, et c'était important pour soi aussi, quoi. Tu t'es un peu mise à nu, du coup, devant les autres, parce que voilà. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je pense que, mais malgré tout, ça suffit pas, parce que j'apprends le chinois quand je suis déjà plus vieille. J'ai jamais vraiment eu l'habitude de parler en chinois avec mes parents. Donc même après 1 an, quand j'étais revenue en France, même si je parlais le chinois, en fait, j'avais tellement l'habitude de parler en français avec mon père que en fait, ça a pas non plus trop. Ça crée une distanciation quand même. Hein. C'est de pas réussir à parler la même langue que ses parents, une langue qu'ils ont appris eux tout petits et qui a une histoire, qui a c'est vrai que c'est pas la même chose que quand tu l'apprends adulte. Oui, je te comprends, je te rejoins sur ça. Donc voilà. Donc après, quand je te disais que mon père avait dit que les autorités et tout, et moi à l'époque, je l'avais pas cru. Je pensais que il avait dit ça pour se déresponsabiliser du fait qu'il ne savait pas appris le chinois. Et en fait, quand j'ai écouté votre podcast l'autre jour, je sais mais en fait, c'était sans doute ça que en fait on leur a vraiment dit, quoi. À l'époque, on disait à nos parents qu'il fallait éviter de parler une autre langue que le français afin d'être sûr qu'on soit des bons petits Français, qu'on puisse penser, qu'on soit bien intégrés, assimilés et tout ça à la France, quoi. Ouais. Et moi, je pense, après coup, là, mes parents, ils croyaient vraiment à ça, à cette narrative. Et puis, ils ont fait tous les efforts pour, hein. Ouais. Donc, ça, c'est, je sais pas, c'est compliqué. Et pourquoi tu dis qu'ils croyaient vraiment à ça? Par exemple, ma mère qui aimait bien dire à mes cousins, oncles, tantes que ses enfants parlent bien le français. Alors qu'on aurait pu bien parler français et chinois, peut-être. Tu vois? Et mon père, en fait, il était très, comment dire? En fait, il croyait à l'autorité en France. Donc, à l'éducation en France, etc. Donc, il allait pas remettre en question, en fait, ce qu'on lui dit. Enfin, j'en ai jamais parlé, mais c'est l'impression qu'il m'a donnée. Alors, je me pose la question, Ulrich, est-ce que c'est à l'école d'ouvrir les yeux ou est-ce que c'est à nous de les ouvrir? Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est une espèce d'hypocrisie, mais les faits sont là, les chiffres sont là, les vécus sont là. En attendant, c'est aussi à nous de pas avoir honte de nous reconstruire, de pas avoir honte de ce que nous sommes, de nos langues, et d'apprendre à on peut pas compter sur l'école pour valoriser ce qu'il dénigre déjà, en fait. Oui, mais ce que je veux dire par là, quand je disais ça, c'est que quand tu vis dans un environnement qui n'est pas forcément calme, agréable, et que tu n'as pas forcément un boulot où tu te sens à ta place parce que tu l'as pris par dépit, parce que c'est un boulot alimentaire, il faut que tu manges. Je pense que ça joue aussi dans le côté de ne pas se sentir valorisé, et je pense que tu es moins enclin à vouloir t'affirmer. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que le côté que nous devons nous valoriser, c'est aussi la place que la société veut t'attribuer. Non, mais après, je l'entends, en fait, la place que la société veut t'attribuer. La place, elle est claire, elle est nette. Tu vas être femme de ménage, tu vas être, tu vas nettoyer les bureaux, tu vas faire le travail invisible. Bon, allez, tu vas être infirmière, tu vas être, voilà. En fait, la place, elle est claire. C'est nous qui repoussons, en fait, les frontières, on va dire, pour pouvoir aller outre ça. À travers, en fait, des efforts surhumains, à travers un dépassement de soi au quotidien, à travers l'épuisement, à travers le fait de devoir en faire plus que tout le monde pour pouvoir réussir. Mais en fait, la place qui nous est dédiée, elle est claire. C'est nous qui voulons briser ces plafonds afin d'avoir une autre place. Mais peut-être qu'il est temps de savoir par nous-mêmes nos valeurs, de renforcer nos enfants, leur apprendre leur culture d'origine, notre culture du moins, transmettre des choses qui nous appartiennent, parce que quand les langues, si de génération en génération nous perdons notre langue, nous allons perdre nous aussi notre culture. Là où les autres se battent pour garder la leur,
Nous, on est en train de perdre des territoires petit à petit. On est en train de perdre des territoires psychiques. Tu vois, on est en train de faire perdre tout ça à nos enfants, en fait, et à nous-mêmes. Et qui pourra réécrire l'histoire quand il n'y aura plus rien ? Personne. Elle est déjà réécrite. Elle est déjà réécrite pour modifier la perception des choses. Donc. Mais tout à fait. Il est peut-être temps de réfléchir pour transmettre ce qui reste et de se dire non, il va falloir se battre et revaloriser nos langues et les transmettre à nos enfants aujourd'hui. C'est certain. Bon, déjà, moi, il va falloir que je l'apprenne. Hein. Oui, si vous nous entendez, SOS. Ulrich lance un SOS pour la survie d'Ulrich et de la langue attier. Alors, on vous dit à très vite, à très bientôt. Qu'est-ce qu'on dit déjà ? Au revoir les amis. Je m'attendais, je me suis dit, est-ce qu'elle va se moquer ou elle va pas se moquer ? Donc moi j'assume, au revoir les amis, au revoir la moqueuse. Alors, si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles, ainsi que de partager autour de vous, que ça soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com. À très bientôt, Ulrich. Moi, quand je serai grande, je serai actrice.